Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième session du webinaire sur la iatrogénie médicamenteuse en lien avec la chute du sujet âgé. Donc, ce webinaire s'adresse à tout médecin ou tout pharmacien exerçant en libéral ou à l'hôpital, et en particulier ceux qui interviennent en EHPAD. Donc, ce webinaire, il vous est proposé par le groupe de travail iatrogénie médicamenteuse du plan anti-chute. Qui se décline en région et qu'on vous présentera durant ce webinaire en quelques mots. Donc pour ce troisième webinaire, c'est l'équipe grenobloise qui s'attelle à l'animation de ce webinaire. Donc une équipe composée de pharmaciens et d'une gériatre, du FUGA. Donc je vous laisse vous présenter. Sabine Drevet, je suis maître de conférence de gériatrie au sein de la fac de médecine de Grenoble et puis collaboratrice de longue date avec les collègues pharmaciennes cliniciennes. Armance Grévy, je suis pharmacienne dans l'équipe de pharmacie clinique au CHU de Grenoble. Et Prudence Gibert, je suis également pharmacienne de pharmacie clinique à Grenoble. Hop. Alors, je partage l'écran. Donc, les objectifs de ce webinaire, on espère qu'à la fin de cette session, vous serez capable de développer et de maintenir le réflexe iatrogénique auprès des patients, c'est-à-dire de pouvoir évoquer une cause médicamenteuse devant la survenue de tout nouveau symptôme, de savoir faire le lien entre médicaments et la survenue d'une chute, et d'avoir quelques clés pour réévaluer l'ordonnance d'un sujet âgé chuteur. Alors, tout au long du webinaire, on va vous proposer quelques questions sous forme de quiz. On vous laisse le temps de scanner le QR code du WooClap dédié et puis de vous connecter. On vous avait demandé en effet au moment de l'invitation de vous munir de votre téléphone portable. Je vois que ça se connecte, c'est parfait. On se laisse encore quelques secondes. De toute façon, le lien pour le QR code vous a été inséré dans la conversation par l'Omedit. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous perdez ce code, à vous reconnecter à distance. Donc, on va vous proposer ce quiz interactif. Ce quiz nous servira aussi en fin de session à l'évaluation du webinaire qui vous sera demandé avant la synthèse des messages à rapporter à la maison. Voilà, pour lesquels on vous demande voilà, quelques secondes et un petit peu d'attention pour pouvoir répondre à l'évaluation du questionnaire. Ok, on va y aller. Alors, pour commencer un petit peu, on vous propose cette première question très générale. Alors, concernant les chutes chez les personnes âgées en France, quelle est la proposition exacte selon vous? Donc, la chute est la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes âgées de plus de 65 ans. La chute est la troisième cause de mortalité accidentelle chez les personnes de plus de 65 ans. Une personne sur 10 après 80 ans va chuter au moins une fois dans l'année. On vous laisse répondre et on affichera les résultats après pour ne pas biaiser vos réponses. Très bien. Alors, vous avez répondu de manière un petit peu équilibrée. Alors, sans tarder, on va poursuivre. J'essaie de passer. Donc, en effet, la chute, les chutes sont fréquentes et graves dans cette population. C'est la première cause de mortalité accidentelle chez les plus de 65 ans. Les chiffres sont assez éloquents. Chaque année en France, la chute va concerner plus de 2 millions de personnes âgées. Et il faut savoir qu'une personne sur 3 âgée de plus de 65 ans va chuter une fois par an, et avec l'âge, cette fréquence augmente à une personne âgée sur 2. Voilà, et chaque année, en fait, les chutes sont responsables de 130 000 hospitalisations, dont la plupart vont être compliquées
Notamment 90 000 fractures pardon, du col du fémur sont recensées chaque année. Voilà, et dont plus de 10 000 décès chez les plus de 65 ans. Un petit rappel autour de chute et médicaments. En fait, la chute est bien sûr en général multifactorielle. On sait que les médicaments et l'usage notamment de nombreux médicaments dans le cadre de la polymédication sont des facteurs de risque de chute. Il y a un lien, on va dire, direct entre les médicaments et la chute, mais souvent ça passe par une iatrogénie qui n'est pas spécifique, avec différents symptômes. On verra une hypoglycémie, une hyponatrémie, une hypotension, qui va du coup favoriser le risque de chute par émai. Donc souvent, on parle d'accumulation en fait, de facteurs de risque de chute, et notamment cela se traduit par des cascades médicamenteuses qu'on va pouvoir illustrer au travers des cas cliniques qui vous seront présentés dans le webinaire. Donc un deuxième sondage, pour partager un petit peu les questions. Concernant la chute chez la personne âgée, quelles sont les propositions exactes? La première, le plus souvent, la chute résulte de plusieurs facteurs, l'état de santé, la prise de médicaments, les habitudes de vie ou encore un environnement inadapté. Il existe des facteurs prédisposants et précipitants à une chute, ou encore la polymédication est un facteur précipitant. Je vous laisse répondre. Un petit effort pour le dernier. Donc, en effet, vous l'avez bien identifié, la chute est plurifactorielle. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, le médicament ne sera pas le seul, on va dire, facteur de risque. Il y a plein d'autres choses qui prédominent. Il existe en effet des facteurs prédisposants et précipitants à la chute qu'on va évoquer tout de suite. Et la polymédication, c'était le petit piège. C'est plus un facteur prédisposant que précipitant. On va le voir tout de suite. Donc, on dit toujours qu'il n'y a pas une seule cause, mais plusieurs causes aux chutes chez le sujet âgé. Et donc, ça se sépare en deux grandes catégories. On parle de facteurs prédisposants qui prédisposent de manière chronique le patient à un risque de chute, et des facteurs précipitants qui sont à voir comme un coup d'éclair qui va d'un seul coup déclencher une chute. Donc, ça va concerner un certain nombre de domaines, que ce soit médical, environnemental, social, etc. Mais le médicament est un grand domaine et les médicaments peuvent être impliqués dans les chutes, autant en facteurs prédisposants qu'en facteurs précipitants. Et la frontière peut être parfois un petit peu délicate à déterminer. Quoi qu'il en soit, il existe des listes de médicaments inducteurs de chute. Et on va le voir après, qu'il convient de connaître et il convient de faire une révision d'ordonnance. Et puis des médicaments typiques qui vont pouvoir précipiter des chutes. Et notamment, dans ces éléments-là, ça va être la modification récente des médicaments ou les événements indésirables associés à des médicaments qui ont été introduits récemment. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est important d'aller récupérer les ordonnances des différents prescripteurs et d'essayer de faire l'histoire chronologique des introductions ou modifications récentes de traitement. Donc, on compte sur vous encore. Quelles sont les réponses justes? Les médicaments potentiellement inappropriés sont présents dans moins de 30% des prescriptions chez les plus de 75 ans. Donc, ces fameux MPI sont présents dans plus de 50% des prescriptions des plus de 75 ans. Les effets indésirables médicamenteux sont responsables de 5 à 20% des hospitalisations chez le sujet âgé. Et enfin, seulement 5% des hospitalisations seraient évitables en lien avec l'astrogénie médicamenteuse.
Allez, on regarde ce que vous nous avez mis, les réponses correctes. Donc, vous êtes très fort. En effet, les médicaments potentiellement inappropriés en gériatrie, elles sont présents dans les prescriptions d'un patient sur 2, voire plus. Ça dépend en fait dans quel environnement on fait les études, mais voilà, ça va de 20 à 70% des patients qui sont concernés par la prescription de ces médicaments potentiellement inappropriés. Et puis, en effet, la prévalence des hospitalisations pour cause iatrogène, elle est élevée, elle augmente encore avec l'âge. Et on atteint 20% des hospitalisations qui sont liées aux médicaments chez les patients de plus de 80 ans. Donc, CMPI, ce qu'on disait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on s'attelle à re-questionner ces médicaments potentiellement inappropriés, on peut améliorer ces prévalences et vraiment, avec des actions assez simples, notamment des actions de formation, on peut rapidement améliorer les choses et diviser par 2 ces prévalences et donc être très bénéfique de manière très facile. Voilà. Et en ce qui concerne du coup les effets, on va dire, directs de ces médicaments en termes de iatrogénie et d'apparition d'effets indésirables médicamenteux, ces MPI sont très pourvoyeurs de iatrogénie. Ce que je vous disais avant, il y a jusqu'à 20% des hospitalisations chez le sujet âgé qui sont en lien avec ces effets indésirables. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les éviter si on se forme et qu'on arrive à les identifier et à corriger ces prescriptions. Alors, dans ce contexte-là, avec l'équipe d'Annecy et de Saint-Étienne, anciennement en fait impliquée dans des démarches d'optimisation de la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé sur la région, nous avons été sollicités pour monter le groupe de travail de prévention de la iatrogénie médicamenteuse du plan anti-chute qui se décline en région. Ce groupe de travail, en fait, il est composé d'un copil et d'un sous-groupe dans lequel sont représentées les instances, l'ARS, le Gérontopole, l'Omédit également, donc les pharmaciens des 3 territoires historiquement engagés, et puis d'autres représentants des professionnels de la région. L'objectif de ce groupe de travail, c'était vraiment de travailler sur cette thématique de la iatrogénie médicamenteuse chez la population âgée, qui était identifiée à risque de chute ou de récidive de chute. Donc, le COPIL, dans cette première, on va dire, version, a voulu cibler la population des résidents d'EHPAD, puisque c'était la population la plus fragile et la plus à risque. Et donc, voilà, dans ce cadre, on s'attelle dans un premier temps à travailler avec les acteurs qui gravitent autour de ces résidents d'EHPAD. Donc, comment on travaille? On travaille autour de la sensibilisation des médecins et des pharmaciens à cette thématique. Et le webinaire, du coup, vous est proposé dans ce cadre. Donc, le public cible, vous l'aurez compris, vous êtes là pour ça. Vous êtes les professionnels acteurs de la juste prescription des résidents en EHPAD. Donc, à la fois les médecins libéraux qui interviennent en EHPAD, les médecins co, également. Les pharmaciens d'officine sont également ciblés et les équipes de pharmaciens et de gériatres des établissements de santé support. En termes de méthodologie, donc nous, on s'attelle à créer de la formation et du contenu à destination du coup des professionnels impliqués, donc des formations à travers des webinaires qu'on réitère chaque mois et la création également de podcasts audio qui vont bientôt être mis à disposition sur le site de l'Omédit. En termes de création également d'autres contenus, on veut diffuser des outils très pratico-pratiques sur l'aide à la révision des prescriptions chez les patients âgés chuteurs. Le premier outil qu'on a développé, c'est le flyer qui vous a été envoyé tout récemment en vue du coup de la préparation de ce webinaire et sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui. Et puis est à venir aussi une boîte à outils avec vraiment des éléments très, encore une fois, pratico-pratiques d'aide à la réévaluation des prescriptions chez les patients chuteurs et qui s'inspire finalement de la structuration du flyer et qui va vous proposer voilà, différents outils développés à la fois par les Omédit, mais également développés en local. Alors, on continue. Quelles classes médicamenteuses peuvent être responsables de chute?
Voilà, c'est assez ouvert. Les psychotropes, les biphosphonates, les anticholinergiques, les antihypertenseurs, les anticoagulants, les antidiabétiques et les antalgiques. On vous laisse répondre. Voilà, encore une fois, vous êtes encore très fort. Donc, en effet, vous avez raison, les psychotropes, les anticholinergiques, les antihypertenseurs, les antidiabétiques et les antalgiques sont des médicaments très impliqués dans la survenue des chutes. Et voilà, le petit piège qu'on voulait vous proposer, c'était sur les anticoagulants qui, en effet, peuvent, eux, compliquer, on va dire, la chute chez un patient qui va chuter et qui va, du coup, saigner potentiellement. Et les biphosphonates, bien sûr, ne sont pas impliqués dans la chute, mais seraient intéressants à utiliser pour prévenir les complications liées à la chute. Donc, les médicaments qui augmentent le risque de chute, je pense que vous les connaissez. Le risque est gradué en fonction de la classe. Il semblerait que la classe des antidépresseurs, des antipsychotiques et des benzodiazépines, donc en gros les psychotropes, soit la classe la plus représentée dans la survenue des chutes. Ensuite, les antihypertenseurs, par un mécanisme notamment de la survenue d'hypotension orthostatique. Et puis, d'autres médicaments, notamment les antalgiques, les opioïdes ou encore les anti-inflammatoires. Mais de toute façon, on ne les recommandera pas en première intention chez le sujet âgé. Pour vous aider, quelques outils là qui sont peut-être pas forcément très faciles d'utilisation en pratique, mais qui recensent quand même ces médicaments qui augmentent le risque de chute. L'outil Stop Fall, en général, on connaît bien l'outil Stop Start, mais l'outil Stop Fall vraiment vise à identifier les médicaments chez les patients qui sont à haut risque de chute. Donc, les classes impliquées dans Stop Fall sont tout ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, les benzodiazépines, les Z-drugs, les antidépresseurs, les antipsychotiques, etc., les médicaments antihypertenseurs, les diurétiques, et puis tout ce qui va être vasodilatateur ou encore alpha-bloquant de l'hypertension artérielle ou de l'hypertrophie bénigne de prostate. Ça, c'est une liste, on va dire, dédiée au risque de chute, mais dans les listes, on va dire, de médicaments inappropriés un petit peu plus classiques en gériatrie, comme le Stop Start ou éventuellement la liste française Remedies, on a cette notion de survenue de chute. Et en plus des classes qui sont déjà reprises dans le subpôle, on a des situations qui sont intéressantes du coup à identifier dans un contexte de patient chuteur, notamment le fait d'avoir une duplication d'une même classe pharmacologique dans la prescription ou l'utilisation concomitante de plusieurs médicaments anticholinergiques, plusieurs médicaments hyponatrémiants ou plusieurs dépresseurs du système nerveux central. Voilà, ce sont des situations qui vont finalement augmenter le risque par accumulation de facteurs de risque chez les patients à risque de chute. Et puis, dans ces listes-là, on rajoute quelques classes qui ne sont pas forcément reprises dans Stop Fall, que sont les sulfamides hypoglycémiants, les glinides aussi hypoglycémiants, et puis les doses, la notion de dose de tramadol à des doses supérieures à 200 mg par jour. Donc, dans ce cadre, on s'est attelé à synthétiser un petit peu tout ça dans un flyer qui donne quelques éléments d'aide à la réévaluation des prescriptions chez le patient chuteur que vous avez reçu et qu'on a essayé de travailler en vous présentant quelques éléments dans trois grandes thématiques. La première, de se dire que dans un contexte de chute, il faut toujours réanalyser le contexte iatrogène pour identifier ces facteurs prédisposants et précipitants. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les symptômes iatrogènes fréquemment associés avant la chute sont ceux-ci et qu'il faut aller rechercher les médicaments qui donnent ces symptômes iatrogènes-là. Et donc, quelles ont été les modifications récentes, notamment thérapeutiques, et toujours re-questionner aussi les problématiques d'adhésion médicamenteuse. Est-ce qu'on ne passe pas à côté d'une confusion sur des posologies ou des gestes techniques qui ne seraient pas forcément bien maîtrisés? Voilà, on se met à écraser un médicament alors qu'il ne faudrait pas l'écraser, etc., etc. Ensuite, une phase de réévaluation effective des médicaments
avec les différentes classes qu'on va évoquer au travers des cas cliniques qu'on va vous présenter. Et puis enfin, une thématique autour de la prévention des complications autour des saignements, donc avec les anticoagulants et les antiagrégants, et puis bien évidemment tout ce qui va tourner autour de la prévention de l'ostéoporose. De la même façon, on le verra au travers des cas cliniques. On enchaîne en pratique et en vraie vie. Donc, un patient de 82 ans est adressé aux urgences pour une chute. Le contexte, c'est qu'il est au sol depuis 10 heures du matin et c'est son aide ménagère qui l'a retrouvé au sol à midi. Donc, ce patient est indépendant, autonome, il vit seul à la maison. Il se plaint cependant de fatigue sur les derniers temps et c'est rapporté par l'aide ménagère. Et le contexte, c'est une fatigue associée à un syndrome grippal récemment. Cette aide ménagère passe 2 fois par semaine. Il se déplace seul et il gère ses traitements sans pilulier et il gère aussi ses repas. Donc, dans les mots-clés, on a un homme de 82 ans qui vit seul, qui a eu un événement médical aigu type syndrome grippal et qui a un passage d'aide ménagère assez peu fréquent et c'est un patient qui gère ses traitements. Donc, dans ces comorbidités, une hypertension artérielle, un diabète de type 2, un adénome de prostate, un syndrome anxio-dépressif depuis 5 ans, depuis son veuvage, et puis une hernie inguinale et une insuffisance veineuse. Sur le plan clinique, il pèse 73 kg, sa tension au moment où vous l'examinez est de 85 sur 50 mm de mercure, une fréquence cardiaque normale à 70 battements par minute, un électrocardiogramme qui est normal. Monsieur est désorienté, il présente des troubles de la marche avec des pertes de l'équilibre. Son auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité, il n'a pas de rétention aiguë d'urine et a priori c'est la première chute, on ne recense pas de chute antérieure. La biologie aux urgences, une hyponatrémie à 133 mmol par litre, une kaliémie qui est normale basse, une glycémie à 3 mmol par litre, une créatinine à 125 micromol avec un CKD à 42 ml par minute. Donc, je fais remarquer qu'il y a peut-être une comorbidité qui n'a pas été listée auparavant. Il présente une anémie à 108 grammes par litre et puis son hémoglobine glyquée est à 6%. Le traitement qu'il reçoit actuellement, donc du furosémide le matin, pantoprazole le soir, metformine midi et soir, répaglinide matin, midi et soir, tamsulosine LP04 le matin, escitalopram le matin, macrogol le matin et bromazépam 1/4 fois 3 par jour. Donc, on va poursuivre avec ce mode un peu interactif. Selon vous, selon le dossier, quels sont les facteurs prédisposants à la chute de ce monsieur de 82 ans? Là, c'est un texte libre, donc vous pouvez écrire et voter plusieurs fois en inscrivant différents facteurs auxquels vous pourriez penser. Ah oui. Les filles, je crois qu'il faut passer la diapo suivante pour qu'ils puissent voir le sujet. Ah, parfait, comme ça vous aide. Voilà. Mais on voit que vous aviez déjà bien été concentré, ce qui est déjà plein de choses qui ressortaient. Je pense que c'est bon, ça va tous Je pense que c'est quand même. Donc, on voit que vous assistez bien et que vous avez bien compris que vous assistez à un webinaire sur la iatrogénie et la chute. On voit énormément de facteurs prédisposants. En effet, peut-être certains qui vont être plus précipitants. Voilà, donc si on devait lister un peu des facteurs prédisposants, d'abord sur le mode de vie, il y a la question de est-ce qu'il gère bien ses traitements? Il faut toujours oser se poser cette question-là sur les modalités d'administration et puis sans oublier aussi l'automédication indépendamment du traitement.
Dans les autres facteurs prédisposants, est-ce que c'est un patient qui est désorienté parce qu'il commence à présenter des troubles neurocognitifs qui se distingueraient d'une confusion? Est-ce qu'il présente des troubles de la marche chroniques en lien avec une autre comorbidité qui pourrait être non diagnostiquée jusque-là? Et puis sa tension artérielle-là, il y a deux manières de l'interpréter. Elle est anormalement basse de manière chronique ou il est en train de préparer ou il est en plein événement aigu. Sur les autres facteurs prédisposants, vous voyez qu'il y a des éléments biologiques. Il a potentiellement une hyponatrémie chronique. Alors, faut-il s'assurer qu'il s'agisse bien d'une hyponatrémie hypoosmolaire, etc. Mais ça peut être une piste. Et puis, en termes de traitement, on voit qu'il y a une polymédication, donc strictement plus de 5 médicaments, avec des médicaments à la fois psychotropes, à la fois cardiotropes, qui vont pouvoir prédisposer une chute chez ce patient. La question désormais est quel est ou quel serait le facteur précipitant de la chute chez ce patient? Donc l'insuffisance rénale, syndrome grippal récent, prescription de bromazépam ou hyponatrémie. Alors, on va afficher la bonne réponse, même si vous avez l'air tous d'accord. Oui, effectivement, hein, on remonte toujours plusieurs jours, voire semaines avant. En gériatrie, on dit toujours qu'il ne faut pas faire une photo, mais un film. Et un film des médicaments, mais un film aussi des événements de santé et pas que. Et donc, typiquement, un syndrome grippal ou pseudo-grippal peut se compliquer dans les jours qui suivent et la chute est très souvent un motif d'admission post-grippe. D'après, en termes de facteurs précipitants, on est dans de la iatrogénie sur ce webinaire, donc on peut effectivement évoquer l'hypoglycémie, qui doit être de manière chronique, avec une hémoglobine glyquée qui est beaucoup trop basse pour ce profil de patient, on y reviendra après. Et puis, un des médicaments hypoglycémiants, typiquement, c'est sa répaglinide. Donc, pour suivre les facteurs, si on devait faire un peu ce film, cet enchaînement d'événements, donc ce patient a présenté son syndrome pseudo-grippal, évidemment avec de la fatigue, de l'anorexie, de l'asthénie. Cette perte d'appétit a fait qu'il y a eu un déséquilibre un petit peu général et la poursuite d'une prise de répaglinide sans les repas va exacerber un risque d'hypoglycémie et typiquement l'hypoglycémie va pouvoir précipiter une chute. Tout ça s'intègre bien en plus de l'ensemble des facteurs prédisposants qu'on a déjà antérieurement listés. Et le fait de distinguer prédisposant et précipitant vous aide à hiérarchiser vos actions et votre prise en charge, puisqu'on va toujours essayer de répondre d'abord aux précipitants pour ensuite régler les prédisposants. Donc, dans on va dire les bonnes pratiques pour ce patient-là, le répaglinide est un médicament potentiellement inapproprié et qu'on ne prescrit pas chez le sujet âgé. C'est un sulfonamide hypoglycémiant à très haut risque d'hypoglycémie. Ce patient a déjà les stigmates d'un diabète qui est trop traité. Et il a cependant un bon traitement qui est la metformine, avec un dosage ici qui paraît adapté à sa clairance de créatinine, avec une vigilance, contre-indication à la metformine en dessous de 30 ml par minute. Donc, cette fiche de synthèse du diabète, c'est ici. On ne va pas forcément la détailler complètement. 3 messages clés. Dans la prise en charge du diabète de manière chronique, il y a des cibles d'hémoglobine glyquée en fonction des profils des patients. Donc, si le patient est robuste, on va être quasiment aussi exigeant que pour un patient jeune parce que l'objectif, ça va être de prévenir le développement de complications liées au diabète. Donc, on veut une hémoglobine cible autour de 7%. Chez un patient fragile, on va commencer à se méfier des effets indésirables et on va pouvoir relever les cibles autour de 8%. Et chez le patient dépendant, le raisonnement va être plutôt inverse.
au-delà de vouloir prévenir les complications liées à la maladie, on veut surtout prévenir les complications liées au traitement de la maladie. Et donc, on vise des hémoglobines cibles plutôt autour de 9%. Donc ça, c'est les cibles et c'est très important de les réévaluer régulièrement en fonction de la qualité du vieillissement de la personne que vous avez en soins. Et puis d'autres éléments, la metformine est un bon traitement s'il n'y a pas de contre-indication et si on adapte bien la posologie, et se méfier évidemment des sulfamides hypoglycémiants et des glinides, qui sont deux classes de médicaments que nous n'utilisons pas puisqu'ils sont à haut risque d'hypoglycémie. Donc, le patient a été aux urgences, il y a eu tout un tas de diagnostics, et puis un mois après, il est réévalué par son médecin généraliste. Donc, c'est une deuxième phase. Je vous disais tout à l'heure que finalement, en urgence, on va surtout chercher à régler les facteurs précipitants, et puis on a un peu plus de temps parfois pour essayer de se questionner et d'améliorer la qualité de prescription sur tous les facteurs de risque prédisposants. Donc, l'objectif de cette consultation était de réévaluer le traitement dans le contexte de chute post-syndrome grippal. Donc, on vous rappelle ici la composition de son ordonnance, tout en sachant qu'on s'assure bien qu'il n'y a pas de note automédication en parallèle. Et on va pouvoir lister ensemble l'ensemble des symptômes iatrogènes que le patient a présentés. Vous rappelez qu'il avait une tension artérielle très basse en systolique notamment. Alors évidemment, hein, en vraie vie, on se serait assuré qu'il n'y ait pas d'événement aigu particulier. Et donc, il présente des médicaments qui sont à haut risque d'hypotension orthostatique, la furosémide et la tamsulosine. Et donc, ces médicaments sont très, très fréquemment utilisés, parfois à mauvais escient. La furosémide n'est pas le traitement anti-hypertension de première intention. Et donc, chez ce patient, il va falloir se poser la question de l'indication du traitement et des alternatives thérapeutiques. Et donc, vous avez ici un petit rappel visuel de la fiche réflexe iatrogénie chute. La deuxième catégorie, c'est risque de chute en lien avec de la sédation, de la confusion, et typiquement le bromazépam, une benzodiazépine à demi-vie longue, extrêmement pourvoyeuse de l'ensemble de ces symptômes, donc qui sont des triggers, hein, sont des symptômes qu'on appelle de déclencheurs, ça va me revenir, sentinelle, voilà, des symptômes sentinelles à un événement, et souvent le sentinelle va être le sentinelle de la chute. Et là, les doses sont vraiment majeures. Donc, de nouveau, la petite partie rappel de votre fiche réflexe. Et en plus de ça, le patient présente une polymédication, et donc il y a un cumul de facteurs de risque de chute chez ce patient liés à son ordonnance. Donc, comment procéder à une révision d'ordonnance? En fait, il faut être extrêmement méthodique, organisé et structuré. Et donc, on va d'abord s'assurer que chaque comorbidité que présente le patient est traitée. Donc, on va faire des flèches entre les comorbidités et les médicaments. Et à l'inverse, on va partir de l'ordonnance et vérifier si chaque médicament présent sur l'ordonnance correspond à une comorbidité réelle avec indication de traitement. Donc, la furosémide, clairement, il n'y a pas d'indication puisque ça a priori employé ici comme un antihypertenseur et ce n'est pas le médicament approprié. Et en plus, c'est pourvoyeur d'hypotension orthostatique. Donc, il va y avoir un intérêt à l'arrêter. Le pantoprazole, après enquête, il n'y a pas eu d'indication au long cours pour ce traitement. Vous avez vu en termes de biologie que le patient présentait une légère hyponatrémie. On sait que les IPP sont pourvoyeurs d'hyponatrémie et de chute, etc. Donc, c'est un médicament qu'on va pouvoir arrêter. La metformine est pour son diabète, c'est la bonne molécule à la bonne posologie compte tenu de sa clairance de créatinine. Donc, on va maintenir ce traitement. La tamsulosine pour son adénome de prostate, ça paraît indiqué. L'escitalopram, il a un syndrome anxio-dépressif, la dose n'est pas très importante, mais on pourrait quand même se poser la question de la persistance de l'indication, d'autant qu'il a toujours cette hyponatrémie qui peut être précipitée par les ISRS. Le macrogol, à la demande. Et puis le bromazépam, indiqué dans le cadre de son
anxiété, mais peut-être qu'il va falloir se poser la question de est-ce qu'on n'a pas d'autres manières de traiter s'il y avait un syndrome, une anxiété généralisée. À ce moment-là, il faut se reposer la question en lien avec les citalopram. Et quoi qu'il en soit, le bromazépam est une demi-vie longue, et donc on aurait plutôt intérêt à basculer sur une demi-vie courte. Donc au final, voilà la révision d'ordonnance qui est proposée avec une ordonnance qui va être appropriée à un sujet âgé chuteur. Donc les traitements réévalués, le petit focus c'est sur la benzodiazépine. On peut proposer de l'oxazépam qui est une benzodiazépine à demi-vie courte, mais on va être prudent selon le contexte, la durée antérieure de prise de bromazépam, la manière de relayer. Mais globalement, la théorie, c'est on essaie de switcher une demi-vie longue vers une demi-vie courte. Et puis, on a parlé des stops, mais c'est très important de parler des starts, donc des médicaments théoriquement indiqués, mais qui ne sont pas présents sur l'ordonnance. Donc, comme un très, très grand pourcentage de patients âgés, il manquait la prescription systématique de vitamine D sur son ordonnance, donc en traitement d'entretien, encore plus chez un chuteur, c'est 50 000 unités par mois chez quelqu'un qui n'est pas carencé. Et s'il y avait une carence, il existe des protocoles de recharge en supplémentation hebdomadaire pendant quelques semaines. Évidemment, le point sur les vaccinations. Et puis, on pourrait se poser la question en seconde intention sur le port de bas de contention en l'absence de contre-indication et si persistance de l'hypotension orthostatique après la révision d'ordonnance. Et donc, de nouveau, un petit récapitulatif en lien avec la fiche réflexe iatrogénique. Peut-être juste avant qu'on lance le cas clinique 2, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur la conversation, peut-être. Ah non, ok. Et Anne-Laure, si tu veux nous dire s'il y a des questions. Pas de questions pour le moment. Je pense que le message est très clair, mais néanmoins, si ça suscite quelques interrogations par rapport à votre pratique quotidienne, n'hésitez pas à intervenir. Ok, bon, on va enchaîner du coup sur le deuxième cas et on prendra les questions après si vous voulez. Alors, attends, j'ai juste une main levée, mais j'ai pas de message. Vous pouvez pas intervenir Oralement. oralement? Donc c'est mieux de le mettre à l'écrit, s'il vous plaît. Sur la partie conversation. On va continuer, on reviendra sur la question peut-être Oui. qu'elle sera posée. Alors, pour le deuxième cas clinique, on va s'intéresser à Madame Z, 92 ans, qui est veuve, qui a 8 enfants et qui vit depuis peu chez sa fille après 2 chutes assez récentes. Donc, c'est une patiente qui va être hospitalisée en médecine aiguë-gériatrique, on va le voir, qui a dans ses comorbidités un diabète de type 2 depuis l'âge de 40 ans, une HTA, excusez-moi, une HTA, des troubles neurocognitifs avec une aggravation récente rapportée par la famille, des lombalgies chroniques également. Dans son mode de vie, il y a une infirmière qui passe une fois par semaine, notamment pour faire le pilulier. Elle a une téléalarme, mais ne sait pas s'en servir. Il n'y a pas de kiné, pas d'auxiliaire de vie qui passe, mais en gros, c'est sa fille qui gère à peu près tout, la toilette, l'échange, les traitements, les courses, les repas, les lessives et le ménage. Voilà, chez une dame qui a des ADL à 3/6 et des IADL à 0/8. Donc, elle va être hospitalisée voilà, dans ce contexte d'altération de l'état général et de chute récente voilà, depuis quelques mois. Donc, dans l'histoire de sa maladie, cette altération de l'état général, elle se manifeste par des tremblements, une asthénie, une faiblesse musculaire d'installation assez récente mais progressive, un amaigrissement avec une perte de 7 kilos en un an, une anorexie bien décrite par sa fille avec des difficultés alimentaires, une diminution du périmètre de marche depuis un an. Et puis, ces fameuses chutes donc, qui ont commencé il y a quelques semaines, sans traumatisme apparent, en tout cas décrit. Et puis, une hypotension orthostatique qui est diagnostiquée pendant l'hospitalisation.
À l'examen clinique, il y a des céphalées, une asthénie, une anorexie, une constipation, des tremblements en effet essentiels, un ECG normal et une tension artérielle à 115/55 mm de mercure. En termes de biologie, une natrémie à 130, une kaliémie à 4, une créate à 72 micromoles par litre avec un CKD-EPI estimé à 58 ml par minute, un LDL cholestérol à 1,2, une vitamine D qui a été dosée et en hospitalisation à 85 et une HbA1c à 6,9. Alors, son ordonnance d'entrée va être un petit peu plus complexe que notre premier patient, mais c'est normal, on vous fait progresser au fur et à mesure du webinaire. Donc, pour son diabète, on retrouve du coup de la glimépiride, 2 mg, de la metformine, 1000 mg. En termes de traitement antihypertenseur, un ramipril, 10 mg le matin, une nicardipine qui a été majorée il y a un mois à 3 par jour, dosée à 20 mg, et de l'indapamide, LP 1,5 mg, également introduit assez récemment, il y a 2 semaines, sur la base d'un comprimé le matin. Voilà, c'est une patiente qui est également traitée par atorvastatine, un comprimé le soir, et puis une prise en charge de la douleur avec plusieurs thérapeutiques contenant notamment du paracétamol, une association paracétamol-caféine-opium, et puis une association avec du tramadol, voilà, qui est plus ou moins pris par la patiente. En tout cas, en ce moment, elle ne prend finalement que le paracétamol seul et le paracétamol en association avec le tramadol. Au niveau de la prévention, c'est une dame qui, cette fois, est traitée par cholécalciférol à raison d'une ampoule tous les 2 mois de 80 000 uni. Et elle est également traitée par de la zopiclone, de l'hydroxyzine 4 fois par jour et du coup, plus récemment, également une prescription de bétaïstine antivertigineux introduit il y a 10 jours. Donc, bien sûr, on va vous faire encore parler. Quels sont les facteurs prédisposants de la chute de Madame Z? C'est également un nuage de mots, donc on vous laisse quelques temps pour écrire. Excusez-moi. Le nuage se forme progressivement, n'hésitez pas. Oui, c'est excellent, hein. Là, vous mettez pas mal en valeur les comorbidités, les troubles neurocognitifs, son diabète, l'antécédent de chute. Dites-vous, chuteur d'un jour, chuteur toujours. Effectivement, c'est prédisposant. Et puis, évidemment, la iatrogénie. Je vois passer le mot hypotension. Elle a une tension légèrement basse, mais pas au point de la première. Oui, on va poursuivre. Donc, sur l'ordonnance, c'est le même principe que tout à l'heure. Il y a la notion de polymédication avec un ensemble de médicaments non indiqués qui vont, pour certains, induire des hypoglycémies, pour d'autres, induire des hypotensions, pour d'autres, induire de la confusion, de la somnolence, de la constipation. Et puis, qui dit hypotension, dit aussi vertige, hein. Je vous induis un peu sur la suite. Et puis, en termes de biologie, on a finalement une situation comparable à tout à l'heure avec une hyponatrémie plus prononcée en lien avec probablement les traitements antihypertenseurs qu'elle a, peut-être d'autres causes en plus, hein, mais si on fait le lien avec la iatrogénie. Et puis l'hémoglobine glyquée est moins basse que tout à l'heure, 6,9, sauf que si on prend bien, si on s'inspire des
cible en fonction des profils des patients. Là, on est face à une patiente qui présente des troubles neurocognitifs qui sont probablement modérés à sévères puisqu'elle est déjà dépendante à la fois sur les activités de la vie quotidienne, mais les activités instrumentales également. Et c'est une polypathologique. Donc, on est dans un profil de patient dépendant et comme on l'a vu, la cible d'hémoglobine glyquée est plutôt autour de 9%. De la même façon que tout à l'heure, quel est selon vous le facteur précipitant la chute de Madame Z? La modification récente du traitement antihypertenseur, le fait qu'elle vive seule à domicile, la polymédication ou l'ajout récent de la bétaïstine? Donc oui, en effet, vous avez tout à fait raison. On voit bien les modifications récentes. Le fait d'être allé rechercher finalement l'historique médicamenteux récent nous fait dire qu'il y a peut-être en effet une iatrogénie derrière tout ça. Alors pourquoi on va faire un petit focus sur l'hypotension? On l'a vu, la nicardipine avait été majorée il y a un mois. On ne sait pas vraiment dans quel contexte exactement elle avait été majorée. Et on peut imaginer donc que cette majoration ait entraîné des œdèmes des chevilles, qui sont un effet indésirable connu de cette classe médicamenteuse, et pour laquelle en fait on a eu cette prescription de diurétique de l'anse, l'indapamide, donc 2 semaines après la majoration de cette posologie de nicardipine. Et du coup, cette association a majoré du coup l'hypotension orthostatique, pour laquelle, en fait, on voulait aussi vous attirer l'attention, c'est que l'ajout récent d'antivertigineux, le fait d'avoir envie de prescrire un antivertigineux, ça doit quand même toujours nous faire nous re-questionner sur l'éventuelle hypotension orthostatique en lien avec ces vertiges. Et donc, avant d'ajouter la bétaïstine, quand même toujours se questionner sur cette iatrogénie et vraiment de refaire un test d'hypotension orthostatique pour le caractériser. Et en tout cas, refaire le lien avec ces modifications récentes et le lien entre médicaments et chute. Et juste une réflexion complémentaire, que ce soit pour les prescripteurs ou les pharmaciens, là, on voit que la manière d'agir, c'est une prescription symptomatique. Il y a un événement, je réponds aux symptômes et je prescris un nouveau médicament. Et ça s'enchaîne 2, 3 et des fois, on peut le voir 4, 5 fois. Donc, cette prescription symptomatique, en fait, ça permet de révéler une cascade médicamenteuse. Et l'enjeu, c'est avant de prescrire, toujours se poser la question de savoir si les symptômes que présente le patient ne peuvent pas être liés à un médicament, donc iatrogénie, et est-ce que ma meilleure manière de faire ne serait pas de déprescrire plutôt que de rajouter un nouveau médicament. Donc c'est vraiment un raisonnement global qui nécessite un peu plus de temps et plus de réflexion, effectivement, qu'une action très symptomatique. C'est ce qu'on appelle le réflexe iatrogénique, au final. Alors, par rapport à son ordonnance d'entrée, donc sur la prescription de glimépiride, de sulfamide hypoglycémiant, donc on connaît le risque d'hypoglycémie, et en plus chez cette dame qui a une hémoglobine glyquée relativement basse par rapport à la cible qu'elle voudrait. Donc, juste vous remettre le petit mémo de la fiche réflexe sur les antidiabétiques, donc toujours se re-questionner sur les traitements du diabète et réévaluer les traitements qui vont être vraiment pourvoyeurs d'hypoglycémie. Sur l'hypotension orthostatique, cette trithérapie, finalement, elle doit être incriminée. Ça, c'est sûr. En plus, elle va participer à la majoration de l'hyponatrémie. Et du coup, cette cascade médicamenteuse très en lien avec la survenue des œdèmes périphériques. Donc, sur l'hypotension orthostatique, on vous remet aussi le petit mémo du flyer. Toujours développer ce réflexe iatrogénique sur la survenue d'une hypotension orthostatique et l'envie qu'on aurait de prescrire cet antivertigineux.
Concernant la douleur et la prescription, cette coprescription finalement de palier 1, palier 2, voire plus, pourrait être tout à fait à l'origine d'une somnolence, confusion et en tout cas de la constipation, qui peuvent du coup être des symptômes précurseurs, un peu sentinelles aussi de cette chute. Donc de la même manière, sur le flyer, on retrouve la classe des antalgiques, où en fait on préconise de manière très simple, de réévaluer et d'évaluer la prise en charge antalgique de manière fréquente. L'azopiclone, donc cette Z-drug, a pu participer à la désorientation, la confusion et la somnolence. Donc, dans les psychotropes, en effet, toujours se re-questionner sur ces médicaments, notamment les benzodiazépines à visée à traitement de l'insomnie ou éventuellement dans le traitement de l'anxiété, puisqu'on préconise du coup plutôt des traitements relativement courts sur ces autres drogues. Et enfin, l'hydroxyzine. L'hydroxyzine, c'est un médicament pour le coup qu'on voit assez peu en gériatrie maintenant, mais c'est certainement le fruit de plusieurs années de sensibilisation autour de cette iatrogénie. Alors pourquoi on l'aime pas trop? Parce que ça provoque en effet des confusions par un effet anticholinergique majeur. Donc là, de la même manière, le mémo sur le flyer, vous dire que c'est quand même une charge importante. On a fait encore récemment des études sur la consommation des anticholinergiques chez les résidents d'EHPAD, et on est vraiment sur un fléau presque, puisque les charges anticholinergiques des prescriptions des résidents d'EHPAD sont vraiment très élevées. Dans le flyer, vous retrouverez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le calculateur de charge anticholinergique d'une prescription qui a été fait par l'Omédit Pays de la Loire et qui vous permet du coup de vous rendre compte finalement sur les prescriptions de la charge réellement en additionnant du coup les charges cumulées de chacun des médicaments de la prescription si vous êtes face à une prescription à risque ou pas. Là, pour notre patiente, la charge anticholinergique est calculée selon deux échelles, l'échelle CIA et l'échelle ACB, dont les scores en fait de 5 et de 3 sont considérés comme élevés ici et donc exposent la patiente à un risque majeur et en tout cas majoré de chute. Si on se donne le réflexe iatrogénique, toujours penser aux modifications récentes, on l'a vu, je ne reviens pas forcément dessus, mais voilà, bien identifier finalement la temporalité de modification des prescriptions pour mieux décrire et mieux appréhender finalement ces cascades médicamenteuses. Donc tous ces symptômes cumulés, finalement le cumul de ces facteurs de risque, clairement peuvent expliquer la survenue de chutes récentes chez cette patiente. Pour la prise en charge de la douleur chez la personne âgée, alors c'est fondamental, hein. La douleur chronique extrêmement prévalente chez la personne âgée, tout un tas de raisons avec différents types de douleurs. Et il faut savoir prescrire en fonction du type de douleur et de l'intensité de la douleur. Juste dans les types de douleurs, il y a la douleur par excès de nociception, il y a les douleurs neuropathiques qui sont souvent sous-diagnostiquées et dont le traitement diffère. Juste un petit rappel là-dessus. Mais chez cette patiente qui présente des douleurs plutôt par excès de nociception sur des douleurs arthrosiques, la première prescription, ça va être la mobilité, l'activité physique adaptée. Et puis, en cas de douleur légère, on peut tout à fait prescrire du paracétamol simple. C'est 3 grammes par jour au maximum chez le sujet âgé. Et on va adapter à la dose poids en dessous de 50 kg. Ça va être 60 mg par kilo par jour au maximum. Et puis, pour des douleurs modérées à sévères, on va assez rapidement aller vers des opioïdes forts à des doses faibles. On peut faire du 1 mg, du 2,5 mg en titration orale, et toujours associé avec un protocole de laxatif et une surveillance du transit et aussi une surveillance des risques de surdosage. Et les médicaments qu'on va aller clairement éviter, l'AINS, la plupart du temps. Dans des cas exceptionnels, on peut
l'utiliser sur des périodes très courtes, des faibles posodologies chez des patients qui n'ont aucune contre-indication digestive ou rénale. Le tramadol en forme LP n'est jamais utilisé d'emblée. On va plutôt préférer, si on devait l'utiliser, du tramadol goutte en dose pédiatrique et en titration. Et le néfopam n'est globalement pas recommandé chez la personne âgée devant le risque anticholinergique. On peut reprendre, comme tout à l'heure, l'exercice de la révision des prescriptions. Donc, on a d'abord fait le point en listant les comorbidités, leur degré de sévérité et les indications de traitement. Et puis là, on est à la phase secondaire où on va faire l'inverse. On prend chaque médicament et on regarde l'indication. Donc, les deux premiers pour le diabète, on a vu que le premier, c'était un sulfamide hypoglycémiant qu'on devra probablement arrêter, mais les commentaires sont peut-être après. Nous avons au moins 2 traitements antihypertenseurs et un qui a été mis à visée anti-œdème. Un traitement type statine chez une patiente qui n'a finalement plus l'indication. Elle a 92 ans et sans événement cardiovasculaire patent. On ne va plus, en cas de prévention primaire, utiliser ces médicaments. Donc, les traitements contre la douleur, la prévention chez le chuteur et à risque de fracture avec la vitamine D, Sazopiclone qui est mise dans un cadre d'insomnie, l'hydroxysine dans le cadre d'une anxiété, et puis la bêta-histine en réponse à l'ensemble des autres symptômes sur les vertiges induits par les médicaments. Donc, après ce grand tri, finalement, il reste une ordonnance nettoyée, agréable, avec un traitement antidiabétique, un traitement antihypertenseur, mais qu'on pourra encore diminuer en termes de posologie si nécessaire, un traitement antalgique avec un sevrage progressif pour aller essayer de sevrer progressivement en tramadol. L'adaptation du cholecalciférol, c'est plus des grosses doses occasionnelles, mais c'est 50 000 unités une fois par mois. Et puis, en termes de traitement psychotrope, plutôt que d'aller utiliser des médicaments pour répondre à un symptôme, type zopiclone hydroxysine, on peut s'interroger à aller introduire plutôt un traitement antidépresseur à visée anxiolytique associé à une benzodiazépine de demi-vie courte, si cela était nécessaire. Et l'ambition, en termes de changement des posologies, on l'a vu, c'est de réduire vraiment les doses de tramadol et la modification des doses de cholecalciférol. La baisse des charges anticholinergiques est notable, à la fois en termes d'imprégnation anticholinergique, mais aussi d'impact clinique sur le plan neurocognitif, avec la réduction de l'intensité ou de la sévérité des 2 échelles antérieurement réalisées. Et puis, comme toujours, on ne fait pas que arrêter, mais on fait des starts. Et donc, dans le start vraiment très usuel, c'est les vaccinations, mise à jour du protocole de vaccination, et puis ne pas oublier les laxatifs dans le cadre des prescriptions d'opium. Donc, c'est la fin de ce webinaire, à la fois sur la partie théorique, sur les 2 cas cliniques qui sont montés un petit peu en intensité, afin de pouvoir s'adapter et toujours essayer de faire mieux. On a besoin, non? Oui, c'est bon. Oui, d'avoir votre retour sur ce webinaire et savoir s'il vous a semblé utile et intéressant pour vos pratiques au quotidien. Donc, on vous laisse quelques instants pour nous faire partager vos avis. Après ce questionnaire, on aura des questions, les filles. D'accord, très bien. On fera juste les take-home messages et après on passe aux questions. Ici, on ne va pas forcément mettre les résultats, mais on passe hop, à la suite. On vous laisse répondre à cette deuxième question. Ce webinaire vous a semblé utile et applicable à votre pratique courante? Êtes-vous tout à fait d'accord, non d'accord ou pas du tout d'accord? Ok.
Hop, la troisième petite question. Est-ce que vous conseilleriez ce webinaire à des collègues? Oui, tout à fait, pourquoi pas ou non. Merci. Et la dernière question, envisagez-vous de réévaluer les ordonnances des patients qui auraient déjà chuté ou à risque de chute que vous prenez en charge? Oui, tout à fait. Pourquoi pas ou non, pas vraiment. Ok. Merci pour vos réponses qui nous permettront d'améliorer le webinaire devant vos attentes. Avant qu'on réponde aux questions, encore quelques minutes pour vous reconcentrer une dernière fois avec les réflexes à ramener chez vous ce soir et à utiliser à partir de maintenant. La première chose, c'est vraiment, on a beaucoup insisté dessus au cours de ce webinaire, le réflexe iatrogénique, pensée iatrogénie médicamenteuse lors d'une chute. C'est vraiment important qu'on porte ce message et qu'on le diffuse autour de nous, avec l'importance de ne pas se contenter à une photo à un instant T, comme on disait, mais de vraiment prendre la peine de revenir sur l'historique médicamenteux et de s'intéresser aux modifications des 2 derniers mois qui seront parfois la clé pour comprendre cette chute. Deuxième message à ramener chez vous, pas de benzodiazépine à longue demi-vie, jamais chez les patients âgés, et le moins de benzodiazépine possible dans tous les cas, mais déjà au moins pas de longue demi-vie. Dans les mêmes classes de médicaments à bannir, c'est le troisième message de ce soir, pas de sulfamide hypoglycémiant et pas de glinide non plus. Le répaglinide, on l'oublie un peu parce qu'il n'a pas les préfixes des sulfamides hypoglycémiants. On oublie son très fort potentiel hypoglycémiant, en plus avec sa courte demi-vie, donc vraiment le pic d'hypoglycémie assez important. Donc à bannir de nos pratiques aussi chez les patients âgés. Quatrième message pour vous, on peut utiliser les opiacés chez les patients âgés, bien sûr, s'il y a une douleur importante à prendre en charge, mais avec l'importance de respecter vraiment une titration progressive. Les opiacés ressortent dans les médicaments pourvoyeurs de chute, souvent quand ils sont instaurés trop rapidement ou quand ils sont instaurés en forme LP sans avoir pris le temps de faire cette titration. Un autre message aussi, c'est quand on a envie de prescrire un antivertigineux, acétyleucine, bétaïstine, se remémorer ce réflexe iatrogénique et rechercher plutôt une hypotension orthostatique, ce qui permettra probablement de réévaluer le traitement antihypertenseur et donc d'arrêter des médicaments plutôt que d'en prescrire un supplémentaire. Le message suivant, il porte sur les médicaments à fort potentiel anticholinergique. Donc pareil, prendre le temps quand on a un patient chuteur de calculer sa charge anticholinergique avec le calculateur dont on vous a parlé ce soir. Et si ces échelles sont élevées, utiliser ce calcul pour pouvoir réévaluer ces médicaments et essayer de diminuer cette charge anticholinergique. Et puis, on aimerait que vous gardiez en tête aussi, attention à la coprescription. On l'a dit, la chute, c'est multifactoriel. Le médicament, c'est une cause parmi d'autres, mais une cause qu'on peut tout à fait réévaluer. Et parmi le médicament, c'est souvent pas un seul médicament, mais l'association de plusieurs médicaments pourvoyeurs de chute. Donc, dès qu'il y a de la polymédication, on sait qu'il va falloir encore plus prêter attention à cette réévaluation d'ordonnance. Et puis, on pense, là, on a parlé de beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire ou qu'il fallait réévaluer ou bannir de nos pratiques. Et on pense aussi à tout ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, pensez à la supplémentation en vitamine D. Ça, c'est quelque part facile. Dès que vous prenez en charge un patient âgé, vous pouvez vous dire que ce sera bénéfique de lui mettre une supplémentation en vitamine D, de vitamine D en prévention de l'ostéoporose. Ça limitera les conséquences d'une chute éventuelle et potentiellement d'aller plus loin si jamais on a besoin d'un traitement anti-ostéoporotique plus important, mais à minima la vitamine D. Et puis, pensez à la vaccination. Vous l'avez vu, dans le premier cas, c'était la grippe qui avait été le facteur déclencheur de la chute chez le premier patient dont on vous a raconté l'histoire. Et donc, la vaccination va aussi être une manière de limiter les chutes et de limiter leurs conséquences. Voilà, donc on a essayé avec cette diapo de vous rebalayer les grands réflexes et puis on vous incite à utiliser le flyer qu'on a voulu
aussi dans la même idée que ces messages à ramener chez vous, comme une checklist que vous pouvez sortir quand vous prenez en charge un patient, soit qui vient pour sa chute, soit qui a des antécédents de chute. Et ça peut être l'occasion de réévaluer son ordonnance. On en a fini, nous, dans ce qu'on voulait vous dire. On va arrêter le partage pour pouvoir reprendre les questions. Et, ah oui, on vous remet juste... Ah oui, je fais le partage, mais c'est pas grave. Il reste encore 3 webinaires. Donc, vous pourrez tout à fait les transmettre autour de vous si ça vous a été utile ce soir. C'est toi, Anne-Laure, qui nous dit les questions. Alors, pour les mains levées, on vous incite à mettre votre question dans la conversation parce que dans le cadre de ce webinaire, les micros sont désactivés, on ne peut pas vous laisser la parole. Donc, n'hésitez pas à poser votre question à l'écrit, s'il vous plaît. Première question, à partir de quel âge on met de la vitamine D en systématique? On dit 65 ans, vivant en EHPAD ou chuteur, à risque de chute. Sachant qu'un patient, dès qu'il va avoir un antihypertenseur et être âgé, ce qui est le cas quand même d'une grosse proportion des patients âgés, on va considérer de fait qu'il est à risque de chute. En tout cas, on ne se trompera pas en la mettant trop, on se trompera plutôt en la mettant pas assez. Ok, ensuite, dans les facteurs prédisposant à la chute, vous avez surligné le fait que le sexe féminin. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le sexe féminin est un facteur prédisposant à la chute? Oui, ça fait partie des facteurs qui sont listés, le sexe et l'âge. Bon, en soi, c'est absolument pas des facteurs modifiables, donc c'est quelque chose voilà, qui est théorique. Mais en soi, ce qui va être pertinent, c'est de lister les facteurs prédisposants qui vont être modifiables, parce que c'est là-dessus qu'on va devoir travailler. Très bien. Troisième question, pour la prise en charge de la douleur. Si le patient est intolérant à la morphine et au tramadol, on met quoi pour la douleur modérée à sévère si le néphopam aussi n'est pas bon pour les sujets âgés? Alors, je vais répondre par une autre question. Ça veut dire quoi, intolérant à la morphine? Et c'est extrêmement important d'aller préciser ça. Est-ce que c'est les enfants qui disent ça du patient parce qu'ils ont fait une confusion ou qu'ils ont fait un autre symptôme? C'est extrêmement important de savoir ce que ça veut dire parce que l'allergie à la morphine, c'est absolument exceptionnel au sens propre du terme. L'intolérance, ben oui, on sait qu'il peut y avoir des effets secondaires, typiquement la constipation, les rétentions d'urine, mais qu'on peut prévenir en partie. Et après, il y a la question de comment ça a été prescrit et comment ça a été titré. Et surtout, l'urgence, c'est de savoir quelle est l'intensité de la douleur du patient. Parce que sur intolérance morphine, ne pas prescrire d'antalgiques, d'opioïdes forts, alors que la douleur est sévère, on est un petit peu embêté. Donc, je pousserai pour qu'il y ait l'enquête de savoir ce que c'est que cette intolérance à la morphine. Et après, pour des douleurs qui sont modérées à sévères, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de s'assurer que ce ne soit pas une douleur aussi neuropathique. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très sous-diagnostiqué. La douleur neuropathique ne répond pas aux antalgiques de nociception. Donc, même si on a essayé un opioïde faible et un opioïde fort, souvent, ça ne règle pas le problème. Alors qu'avec des médicaments qui ciblent la douleur neuropathique, on arrive à régler le problème sans opioïdes, en étant plus ciblé. Merci, c'est très clair. Après, il y a des questions qui se rajoutent au fur et à mesure. La tamsulosine n'est-elle pas déconseillée après 70 ans? Moi, je n'ai pas la notion qu'elle soit déconseillée après 70 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les alpha-bloquants, on a la silodosine maintenant qui, dans les études, montre un peu moins d'hypotension orthostatique. Donc, si on doit prescrire un alpha-bloquant, c'est vrai que ça peut être une bonne option de choisir la silodosine qui, en plus, existe à 2 posologies, à 4 mg et à 8 mg,
ce qui permet de plus adapter aux patients. Pour autant, un patient qui arriverait avec de la tamsulosine bien supportée, pour moi, ce n'est pas forcément une indication, s'il n'a pas d'hypotension orthostatique, de lui switcher pour autre chose. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, c'est très bien. Il y a des questions autour du risque de torsade de pointe et d'allongement du QT. Est-ce que la myanzérine, c'est pas compliqué avec ce risque-là? Et pareil pour l'hydroxyzine. Myanzérine, c'est vrai que c'est récent. J'ai remarqué que les bases de données le faisaient remonter maintenant. C'est vrai que les antihypertenseurs, c'est souvent une des limites. Alors, ceux qui allongent les antidépresseurs, pardon, ceux qui allongent le plus le QT, c'est les ISRS et notamment citalopram et citalopram, pour qui ça a été recoté il y a quelques années vraiment en contre-indication avec d'autres médicaments qui allongent le QT. Après, il y en a quand même un certain nombre qui sont en association déconseillée ou en précaution d'emploi. Donc, ça nous incite à effectivement bien poser l'indication déjà de la dépression et de la réévaluation du syndrome dépressif et à vérifier les associations. Et puis, on a toujours aussi la possibilité de, si on a peur chez le patient, de pouvoir faire un ECG avant le traitement et à quelques jours de l'introduction du traitement pour pouvoir encadrer ce risque. Voilà, avec la myanzérine, on sera plus faible quand même qu'avec les citalopram et citalopram notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il est absent. Et avoir en tête aussi que c'est un risque qui est dose dépendant. Ça va dépendre aussi, enfin, tous les allongements du QT, c'est dose dépendant. Donc, ça va dépendre aussi de la posologie qu'a le patient avec ce traitement. Il posait aussi la question de l'hydroxyzine qui fait partie des médicaments phares. Oui. Mais même réponse du coup. Oui, il est encore plus allongé du QT. Oui. Oui. Lui, on Si a vous bien voulez, arrêté. il y a le site canadien Credible Med qui est très bien fait, qui est à destination de tous les professionnels de santé, qui est gratuit et qui vous donne justement le niveau de contre-indication qui est pas mal. Le bilan de chute est-il le même pour tout sujet, tout âge confondu? Oui et non. La base, il y a un tronc commun d'interrogatoire, de clinique de base cardiovasculaire, neurologique, électrocardiogramme, glycémique en nécessaire. Et puis après, on va ouvrir des boîtes en fonction des hypothèses diagnostiques. Et donc, on peut hospitaliser 100 chuteurs et il y aura 80 types de bilans différents parce que ce sera en fonction des hypothèses diagnostiques. Et le patient peut très bien chuter en lien avec une arthrose sévère. On va être sur des radios conventionnelles, un bilan kiné, équilibre, et puis on adresse au chirurgien orthopédiste. Le patient peut très bien chuter dans un contexte d'amaigrissement récent, trouble de déglutition, fasciculation, syndrome extrapyramidal, sclérose latérale amyotrophique. Le patient peut chuter parce qu'il a un sous-dural et qu'on s'en aperçoit sur les troubles de l'équilibre et les troubles neurocognitifs. Le patient peut chuter parce qu'il a une claudication vasculaire avec un état d'ischémie subaiguë d'un membre inférieur. Je vous donne tous ces exemples pour vous montrer l'amplitude de la médecine en lien avec le chuteur. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une base indispensable et qu'après, il faut savoir faire des hypothèses diagnostiques très larges et les bilans, qu'ils soient paracliniques ou les compléments d'avis de spécialistes, vont vraiment dépendre des hypothèses diagnostiques qui sont souvent multiples chez le sujet âgé. Et l'âge n'est pas un critère d'orientation sur le type de bilan. Merci, c'était très complet. Les vomissements incoercibles avec les morphiniques, quel antiémétique préféré? Sublingual, on utilise de l'odancétron en sublingual, en petites paillettes, qui fait qu'en EHPAD, il n'y a pas besoin d'abord IV, que le patient n'a pas besoin d'avaler pour recracher. Et donc, En fait, c'est avec ordonnance assez d'exception facile. en ville, non? ah, c'est en exception. Oui. C'est le problème. Parce que les alternatives C'est toujours un peu compliqué les antiémétiques chez le patient âgé. L'ondansetron, ça peut être une option, mais c'est vrai qu'il y a cette limite des ordonnances d'exception qui sont faisables, hein, mais voilà. Et le fait que ça allonge le QT, donc ça va entraîner d'autres risques.
On a les neuroleptiques cachés, donc péridone et autres, on n'aime pas du tout chez les patients âgés. Donc, c'est un peu une question pas simple de répondre sur un préférentiel. Ça va être vraiment selon le contexte et les comorbidités du patient. Surtout qu'on va essayer de choisir ce qui est le moins pire pour lui, là, presque. Et après, là, c'est pareil, il faut oser se poser la question de l'évaluation de la douleur, du type de douleur, de l'indication de la morphine, s'assurer qu'on ne soit pas dans une douleur neuropathique qui doit être traitée par autre chose que des opioïdes forts. Et enfin, peut-on écraser la tamsulosine si trouble de déglutition? Ah non, mais il y en a plein d'autres en fait. Une réponse comme Bah ça, non, mais par contre, elle fait la tamsulosine, oui. donc ça Oui, mais tu sais, s'écrase pas. ouais. Et en tout cas, vous avez la possibilité de regarder sur le tableau de l'Omédite Haute-Normandie, qui est un outil quand même, pour le coup, très pratique et qui nous permet de savoir, en fait, par DCI, si on peut écraser ou non un médicament et qui nous propose aussi les alternatives lorsqu'elles existent. Donc là, j'avoue, je n'ai pas regardé en direct sur le site, mais voilà, vous pouvez tout à fait trouver cette information à ce niveau-là. Faut switcher par le Xatral 2,5 généralement, qui Je crois que c'est le s'écrase. seul dans les alpha-bloquants qui s'écrase. C'est le Xatral 2,5 avec la contrainte qui se prend du coup 3 fois par jour. C'est ça. Et Voilà. il est plus pourvoyeur d'hypotension orthostatique. Mais en même temps, si tu écrases la tamsulosine, tu fais vraiment un pic aussi, donc plus d'hypotension aussi. Serait-il logique d'arrêter les anticoagulants pour les chuteurs à répétition? Non, c'est plus complexe. Alors, j'ai toujours cette stratégie de redécomposer le raisonnement. D'abord, les anticoagulants, pourquoi il est prescrit? Et est-ce que la prescription est toujours valable? Parce qu'il n'est pas rare de voir des anticoagulants qui sont là depuis 10 ans pour une embolie pulmonaire avec facteur déclenchant qui date d'il y a 10 ans. Et donc, on pourrait arrêter l'anticoagulant curatif qui n'est pas indiqué. Si l'anticoagulant est pour une arythmie, l'anticoagulant, chez le patient âgé, le bénéfice de l'anticoagulation d'une arythmie en prévention des AVC est encore supérieur que chez le sujet jeune, donc il y a clairement une indication. Et la deuxième partie de la question, c'est les chuteurs à répétition. La question, c'est de faire un bilan exhaustif, facteur prédisposant, facteur précipitant, pour essayer de réduire ce risque de chute. Et on dit que, en fait, même un patient qui est sous anticoagulant, le bénéfice est plutôt à l'anticoagulation plutôt qu'à l'arrêt de l'anticoagulation et au risque d'AVC ischémique. Mais ce positionnement est à réévaluer régulièrement en fonction de l'évolution du patient. Simplement, mon message, c'est qu'il faut éviter les conclusions très simples et systématiques, mais toujours s'intéresser et s'interroger sur les indications des traitements, quelle est la balance bénéfice-risque et faire en sorte de réduire les risques de chute à répétition. On a une question sur les benzodiazépines. Peut-on considérer l'usage de benzo à demi-vie moyenne pour des patients qui se relèvent la nuit, entre parenthèses, insuffisance de durée d'effet, patient se relevant la nuit induirait des chutes, ou faut-il faire une distinction sur certains patients, ou alors vraiment on part sur des systématiques en systématique avec des demi-vies courtes? Je dirais que ça dépend un peu des contextes encore, hein. Il y a les patients qui sont sous psychotropes et benzodiazépines de demi-vie longue depuis très longtemps, même si la théorie veut que il vaut mieux pas de benzo, puis si benzo à demi-vie courte, on essaie de trouver des compromis. Après, il y a les patients qui ont une prescription récente où l'objectif, c'est une prescription de courte durée. Oui, là, on va être sur de la demi-vie courte. Et si tout ça ne suffit pas, c'est remettre en question le diagnostic et se poser la question de l'indication éventuellement d'un traitement antidépresseur plutôt qu'un traitement symptomatique par benzodiazépine où on partirait sur un cycle de traitement plus long, mais qui devra aussi être réinterrogé. Et puis les patients qui se lèvent la nuit, il faut toujours se poser la question du pourquoi.
Et il y a des médicaments qui sont le soir qui peuvent être pourvoyeurs de diurèse, etc., où on peut les basculer dans la journée. Et voilà, réviser aussi la distribution des traitements au sein de la journée pour essayer de réduire un certain nombre de symptômes. Là où on voit le passage parfois aux demi-vies longues, mais ce qui reste assez exceptionnel, c'est dans les sevrages chez des patients avec des profils extrêmement, des profils vraiment d'addictologie très forts, chez qui le fait d'avoir un pic de benzodiazépine accentue cet effet de dépendance. Mais ça reste vraiment des patients hyper ciblés, chez qui on va passer à ces demi-vies longues pour justement réussir un sevrage derrière. Et c'est quand même des pratiques on voit pas, enfin, c'est pas les cas généraux des patients qu'on voit souvent en gériatrie. Et juste pour compléter et faire le parallèle avec le cas qu'on a vu, le switch systématique vers une demi-vie courte, c'est ce qu'on préconise en général, mais on pourrait tout à fait imaginer, si là l'objectif est de sevrer la patiente en benzodiazépine, de maintenir la prescription de bromazépam, mais de baisser progressivement les doses, puisque ça, théoriquement, ça se passera certainement bien mieux en maintenant la benzodiazépine à demi-vie longue que si on prévoit ce switch vers une demi-vie courte où là, le sevrage pourrait être plus brutal. Donc voilà, ça se discute. Donc voilà, c'est pas systématique. En tout cas, tout est une question de qu'est-ce qu'on veut faire de la prescription. Est-ce qu'on veut l'arrêter, du coup sevrer, ou est-ce que on sait qu'on va avoir du mal à l'arrêter, ou il y a une indication qui persiste dans le temps, et auquel cas on privilégiera quand même les switches vers la benzo à demi-vie courte. Allez, dernière question. Intérêt du dosage de la vitamine D, si pas d'historique, chez les patients âgés, bénéfice vis-à-vis du prix, versus données systématiques 50 000 par mois. Intérêt chez ostéoporose connue, risque de chute, fracture majeure, etc. C'est parfait, vous décrivez les recommandations. En fait, il faut distinguer le fait d'être âgé et le fait d'être âgé à risque de chute ou fracturaire. Être âgé, oui, il faut une prescription systématique de 50 000 unités par mois. Mais si on est âgé, chuteur, fracturé ou à haut risque de fracture, on ne se contente pas de ça parce qu'on veut être sûr que le patient a un taux sérique de vitamine D dans les cibles pour qu'il puisse y avoir un métabolisme phosphocalcique approprié et puis pour que le patient puisse aussi métaboliser les traitements anti-ostéoporotiques. Donc, chez les patients chuteurs à risque de fracture ou fracturaires, il y a une indication à doser pour pouvoir après adapter la densité de la supplémentation. Soit le patient il n'est pas carencé et on peut poursuivre comme ça une fois par mois, mais s'il est insuffisant ou qu'il est carencé, c'est ce que je vous disais en début de webinaire, il y a des protocoles de supplémentation, d'attaque, pour essayer de restaurer une normalisation de ce taux de vitamine D. Et une fois qu'il est restauré, on peut aller utiliser la dose d'entretien qui est de 50 000 unités par mois. Et ça va être important de doser parce que certains patients ont du mal à remonter leur taux de vitamine D avec les protocoles usuels et que parfois, on a besoin d'aller prolonger la durée du traitement d'attaque pour lui permettre d'atteindre un seuil de vitamine D correct. Merci pour ces réponses. On a aussi des questions pour la disponibilité du support. Donc, on vous le redit, on vous mettra à disposition un replay. Vous recevrez un lien par email. Je crois que vous pouvez conclure. Eh ben, merci à tous de vous être connectés et d'avoir suivi ce webinaire. On vous incite, si ça vous a plu, à transmettre l'information à vos collègues qui pourraient être intéressés. Il y a une date en avril, une en mai, une au mois de juin. Et puis, on garde également vos contacts pour pouvoir déjà vous transmettre le replay, comme Anne-Laure vient de le dire, et puis vous mettre à disposition les différents outils, notamment les podcasts qu'on est en train d'enregistrer, qui seront disponibles sur le site de l'Omédite, mais je pense qu'on pourra vous alerter au moment où ils seront disponibles aussi pour que vous puissiez en bénéficier et les transmettre au plus grand nombre. Et puis, afficher le flyer sur la réévaluation des traitements dans vos bureaux et vos unités de soins. Je pense que ça pourrait être utile largement.
Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.